lors du dîner d'anniversaire de notre entreprise, ma femme a porté un toast à mon associé, devant tout le monde, en déclarant « à l'homme toujours à mes côtés, celui qui me comprend ». Mon succès est le sien. Ensuite, je me suis levé, et j'ai fait 2 annonces. La salle entière a pâli, et ma femme s'est figée sous le choc. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Célia a levé son verre si haut, comme si elle ne tenait pas du champagne, mais ma place même à cette table. Dans la salle, étaient assis des entrepreneurs, des employés, nos clients, leurs épouses. Des gens qui, depuis 9 ans, m'avaient vu arriver sur les chantiers dans l'obscurité, et repartir le dernier. Et ma femme a souri à Caton, puis a dit dans le micro, à l'homme qui a toujours été là, et qui m'a comprise mieux que quiconque, il est la raison de mon succès. Au début, personne n'a ri. C'était pire que des rires. Aux tables voisines, les gens ont détourné le regard. Quelqu'un a fait semblant d'ajuster sa serviette. Un autre a attrapé son verre, un peu trop vite. Tout le monde a entendu l'ingratitude. Tout le monde a compris que le mari, dans ce mariage, était devenu un simple meuble. Et que l'associé de l'entreprise avait pris une place, qui ne lui appartenait pas. Je me tenais à côté d'elle, tenant mon verre par le pied. Il y a une semaine, j'étais déjà au courant pour les hôtels, les cadeaux, les dîners privés, et ces lettres que Célia pensait pouvoir dissimuler, derrière de belles paroles. Je savais quelles factures passaient sur le compte de la société, en tant que frais de représentation. Je savais quel badge ouvrait la salle des serveurs, lors de ces soirées où ma femme était soi-disant en train de sauver une énième réception. Dans une autre vie, un homme à ma place aurait pu frapper du poing sur la table, ruiner le banquet, et exiger des explications, juste là, sous les lustres. Moi, j'ai simplement posé mon verre sur la nappe. Car un hurlement dans une pièce dure 1 minute, mais une signature sur un document reste pour des années. Lorsque Célia a terminé son toast, elle s'est tournée vers moi, avec ce sourire qu'elle utilisait d'habitude pour me demander de ne pas gâcher sa soirée. Mais la soirée était déjà gâchée, et ce n'était pas de mon fait. Je me suis contenté de me lever, et j'ai prononcé 2 phrases, assez fort pour être entendues jusqu'aux tables du fond. Premièrement, Caton ne signera plus une seule facture pour notre entreprise. Deuxièmement, Célia, ton avocat recevra les documents dès demain matin. La salle est devenue blême, avant même qu'elle ne le réalise. Ils ignoraient simplement une chose. J'étais dangereux, non pas par une voix forte, mais par mon habitude de conserver la moindre signature. Et, pour la première fois d'une longue semaine, j'ai compris. Ce n'était pas un mari faible qui venait d'être publiquement humilié. C'était un homme, arrivé au banquet avec des dossiers prêts, qui venait d'être publiquement réveillé. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez les histoires où, après une tromperie, un homme ne crie pas, mais agit. Et dans les commentaires, écrivez ce qui est le plus effrayant pour une famille, la tromperie en elle-même, ou bien la tentative de la financer avec l'argent de quelqu'un d'autre. Pour comprendre pourquoi 2 courtes phrases, prononcées à une table de fête, frappent plus fort que n'importe quel scandale, il faut remonter au début de mon entreprise. La porte du garage claquait sous le vent, quand j'ai posé les outils de dessin de mon père sur une table pliante, et que j'ai décidé que je ne redeviendrais plus jamais un ingénieur salarié. J'avais un pick-up, des économies faites avant le mariage, une partie d'un héritage, et une conviction tenace. Les parkings et l'éclairage public nourrissent ceux qui savent compter les petites choses. Ce garage pour 2 voitures ressemblait alors à un entrepôt, après un déménagement. À gauche, s'empilaient des boîtes de câbles. À droite, reposaient des panneaux temporaires. J'étais assis à mon bureau, en veste, calculant un devis pour une rangée de magasins, en périphérie de Reno. Tu passes encore toute la nuit avec tes parkings, a demandé Célia, depuis l'encadrement de la porte de la cuisine. Nous n'étions pas mariés, à l'époque. Nous ne vivions ensemble que le week-end. Célia regardait mon garage comme si je ne me rendais pas compte, à quel point j'avais l'air ridicule, au milieu de ces bobines de fil. Pas avec des parkings, ai-je répondu. Avec un premier contrat. Avec un premier contrat, ça sonne tout de suite plus riche, a-t-elle murmuré, d'un ton traînant. 2 jours plus tard, j'ai signé ce premier contrat, un projet d'éclairage, un plan de circulation automobile, et un calcul de place pour personnes à mobilité réduite. L'argent était modeste, mais j'en ai rangé une copie dans une boîte en métal, sous l'établi, et je me suis dit, chaque nouveau feuillet sera plus solide que le précédent. Mon père m'a appris à ne pas croire les mots, sans une signature. Il a travaillé de ses mains toute sa vie,
et il portait sur son porte-clés un jeton en laiton, provenant du local technique d'un vieux bâtiment. Après sa mort, ce jeton m'est revenu, avec ses outils et son héritage. Je n'en ai pas fait un monument. J'ai commandé un badge d'accès en laiton identique, pour la salle des serveurs de mes futurs bureaux, et j'en ai gardé un sur mon trousseau, à côté de la clé de la maison et de la télécommande du pick-up. Célia a remarqué le jeton un soir, alors que je rentrais de chantier poussiéreux. C'est joli, a-t-elle dit, en saisissant le trousseau sur le comptoir de la cuisine, comme s'il s'agissait de la clé d'une vieille banque. C'est pour la salle des serveurs, ai-je précisé. Sans ça, personne n'a accès au registre ni au plan. Même moi, a demandé Célia. Elle l'a dit avec légèreté, presque en plaisantant. Mais j'ai repris le porte-clés de sa paume, plus vite qu'elle ne s'y attendait. Même toi. La salle des serveurs n'est pas un salon. Célia a souri, mais le coin de sa lèvre est resté figé. Je n'y ai pas attaché d'importance, à ce moment-là. Chacun a un endroit, où même les proches ne sont pas admis. Pour moi, cet endroit, c'était les documents, les accès, et les signatures. Non pas parce que j'y cachais quelque chose, mais parce que mon travail reposait entièrement là-dessus. J'avais acheté la maison 3 ans avant le mariage. Une petite banlieue, une pelouse devant le porche, un garage pour 2 voitures. Simplement une maison robuste, enregistrée uniquement à mon nom, payée avec mon argent d'avant le mariage et la part que mon père m'avait laissée. Quand Célia a emménagé avec moi définitivement, elle a immédiatement réorganisé les meubles. L'ancien canapé est parti au garage. Des chaises blanches sont apparues dans la cuisine, ainsi que des pots de géranium rouge sur le porche. Je n'ai pas protesté. La maison ne devenait pas moins mienne, sous l'ordre d'une femme. À l'époque, il me semblait que c'était une vie normale. Je construisais une entreprise, et ma femme aménageait un foyer autour de moi. Nous nous sommes mariés sans faire trop de vagues. Célia a signé le contrat de mariage avant la cérémonie, après 2 rencontres avec un avocat. Il y était clairement stipulé que la maison, le pick-up, l'héritage de mon père, ma part de l'entreprise d'avant le mariage, et mon compte de retraite principal restaient ma propriété. Ce que nous gagnerions pendant le mariage, et que nous placerions sur un compte commun, serait divisé selon les règles. Je n'ai pas besoin de ta maison sur le papier, m'a-t-elle dit. Alors, j'ai besoin de toi dedans, ai-je répondu. Je l'ai cru, car son regard était franc, et j'avais l'habitude de juger les gens sur leur capacité à tenir parole, après avoir signé. 9 années de mariage m'ont montré, qu'une signature tient mieux le coup qu'une personne. L'entreprise s'est développée, non pas avec élégance, mais avec acharnement. Je me levais avant l'aube, je faisais le tour des parkings, je me disputais avec les entrepreneurs, je vérifiais moi-même la hauteur des lampadaires. Et le soir, je rentrais du garage, avec de la poussière sur mes bottes. Nous avons déménagé dans 2 pièces, derrière un magasin de plomberie. Puis, dans un petit bâtiment, avec un service de comptabilité, une salle de réunion, et une salle des serveurs sans fenêtre. Le badge en laiton cliquetait sur mon trousseau, à chaque fois que j'ouvrais cette pièce. Derrière la porte, se trouvaient des armoires remplies de documents, du matériel, et un vieux coffre-fort. J'aimais l'ordre, non pas pour faire joli. L'ordre permet de prouver la vérité, quand les gens commencent à la déformer. Au cours des premières années, Célia venait rarement au bureau. Elle travaillait pour des dîners de charité, aidait des connaissances à organiser des réceptions, et savait arranger les fleurs de manière à ce que, même le discours ennuyeux d'un responsable de la ville, paraisse important. Un jour, je lui ai demandé de nous aider lors d'une collecte de fonds pour un hôpital pour enfants, où la firme avait une petite table, et 2 affiches présentant des projets d'éclairage. « Sais-tu comment parler aux gens ?» ai-je demandé. « J'ai besoin qu'ils ne s'endorment pas, à côté des plans. » « Alors, aujourd'hui, je sauve ton entreprise de l'ennui, » a répondu Célia, en arrangeant mon col. Ce soir-là, elle a vraiment sauvé notre stand. Célia a discuté avec les épouses des officiels, a souri aux propriétaires de magasins, et a écouté chaque personne, comme si elle était la seule dans la pièce. Après cela, elle est devenue le visage de nos événements publics. Elle choisissait les nappes, plaçait les invités, et savait exactement, qui avait besoin d'une chaise plus près de la sortie. Le problème n'a pas commencé, lorsque Célia est devenue le visage des réceptions. Il a commencé, lorsqu'elle a décidé que ce visage incarnait l'entreprise tout entière. Au début, elle disait, nous avons fait l'éclairage près du nouveau parc. Je gardais le silence, car on pouvait encore interpréter cela de manière large.
Puis, lors d'une autre réception, le ton a changé. Je dirige notre entreprise à travers les relations publiques. Orson, lui, c'est l'homme des plans. Les gens ont ri. J'ai hoché la tête, sans faire d'esclandre. Mais, une fois rentré à la maison, je lui ai dit calmement, lors des réceptions, tu n'as pas besoin de dire que tu diriges l'entreprise. Moi, je ne dis pas que c'est moi qui signe les contrats. Les gens entendent le mot au pouvoir. Es-tu jaloux, a-t-elle demandé doucement. Je ne suis pas jaloux de la gratitude. Je suis jaloux de la vérité. Célia est partie dans le salon, et le lendemain matin, nous avons pris un petit déjeuner normal. J'ai pensé que la limite était fixée. J'ignorais alors que, pour Célia, cette limite n'était pas un mur, mais une ligne de départ. Caton a rejoint le cabinet, quelques années après notre mariage. Il avait 34 ans, lorsqu'il est apparu dans la salle de réunion, avec un dossier soigné, un stylo de prix, et le sourire d'un homme à qui l'on accorde souvent sa confiance d'avance. Il savait parler aux entrepreneurs, sans aucune brutalité. Il repérait rapidement les points faibles d'un contrat, et il ne se mêlait pas de mes calculs, s'il ne les comprenait pas jusqu'au bout. J'ai besoin de quelqu'un pour la partie opérationnelle, ai-je déclaré lors de notre premier entretien. Pas de décoration pour faire de belles phrases. Les décorations coûtent cher, a répondu Caton. Je sais comment réduire les coûts. On ne peut couper que ce que l'on a vérifié. Je suis d'accord, a-t-il dit, en ouvrant son dossier. C'est pour cela que j'ai apporté 3 exemples. Il s'était préparé. La plupart des gens venaient me voir avec un grand sourire, et s'inquiétaient du développement, mais Caton, lui, avait apporté des tableaux, d'anciens devis, et une liste des erreurs commises par d'autres, sur des projets de parking. Je n'aimais pas les gens charmants, s'il n'y avait que du vide derrière ce charme. Mais chez Caton, il n'y avait aucun vide. Quelques mois plus tard, je lui ai accordé une part d'associé, dans le cadre d'un accord opérationnel. J'ai conservé le contrôle. Son droit de signature était limité. En cas d'abus de confiance, l'entreprise avait le droit de racheter ses parts. Caton a tout lu, a posé quelques questions intelligentes, et a signé sans théâtralité. Un contrat sévère, a-t-il dit. Un contrat honnête, ai-je corrigé. La différence réside dans celui qui détient le pouvoir. La différence, c'est de savoir qui est responsable, quand tout s'effondre. Caton a acquiescé. Ce jour-là, j'ai décidé que je pourrais travailler avec lui. L'erreur ne venait pas du contrat. En fait, c'est ce contrat qui m'a sauvé, par la suite. Mon erreur a été de sous-estimer, à quelle vitesse une personne dotée d'un beau sourire, peut comprendre les faiblesses de la maison d'un autre. Célia a rencontré Caton lors de la réception de printemps de l'entreprise. Elle est arrivée un peu après moi, dans une robe vert foncé. Caton se tenait près de la fenêtre, discutant avec un entrepreneur. Lorsque je lui ai présenté ma femme, mon associé s'est tourné vers elle avec tant d'habileté, comme si toute la conversation précédente n'avait été qu'une simple salle d'attente. Je comprends maintenant pourquoi Orson ne craint pas les salles ennuyeuses, a déclaré Caton. Et moi, je comprends pourquoi Orson a commencé à rentrer plus tôt à la maison, a répondu Célia. Il a trouvé quelqu'un, pour se charger de la partie assommante. La partie assommante est souvent la plus rentable, a rétorqué Caton. J'ai vu cette étincelle entre eux, ce que les gens appellent d'ordinaire, un jeu innocent. Je ne l'ai pas interrogé, mais j'ai noté que, dans les mois qui ont suivi, ils étaient de plus en plus proches. Des listes d'invités communes, des plans de table, des conversations sur des projets techniques, pour des personnes sans aucune formation d'ingénieur. Cela avait son utilité, mais il y avait aussi, un petit quelque chose en trop. Une fois, après une réunion, je suis sorti de la salle des serveurs, et j'ai remarqué la porte entr'ouverte de la salle de conférence. Derrière la vitre, se tenaient Célia et Caton. Elle tenait un dossier contre sa poitrine. Il se penchait vers elle, de façon beaucoup trop intime. J'ai fait teinter mon trousseau de clés, délibérément. Nous discutions de la liste des invités, a lancé Caton, un peu trop vite. Je n'avais rien demandé. Célia s'est tournée vers moi. Ne fais pas cette tête, Orson. C'est comme si j'avais volé un plan. Elle avait utilisé les mots de notre cuisine, devant Caton. Ce n'était pas une pique lancée au hasard, mais un véritable test. Allais-je rester silencieux, devant un étranger? Les plans sont dans la salle des serveurs, ai-je répondu. Et laisse la liste des invités au comptable,
d'ici la fin de la journée. Caton est sorti. Célia est restée à la table. Tu n'es pas mon patron. Ni ici, ni à la maison. Dans l'entreprise, je suis responsable des accès, de l'argent et des signatures. Tu transformes tout en papier, a-t-elle soupiré. Le papier survit aux humeurs, ai-je conclu. Elle est partie la première. Je suis resté près de la porte de la salle des serveurs, ressentant pour la première fois, non pas de la jalousie, mais une véritable anxiété professionnelle. La jalousie pousse un homme à la stupidité. L'anxiété, elle, vous pousse à ouvrir un registre. Il n'y avait rien dans les journaux d'accès, à ce moment-là. Caton allait là où il devait aller. Célia n'était pas entrée dans la salle des serveurs. Les frais de représentation semblaient normaux. Je n'ai pas inventé de culpabilité, sans avoir de fait tangible. J'ai simplement resserré l'ordre des choses. J'ai retiré les copies supplémentaires de contrats de la salle de réunion. J'ai modifié les règles de conservation des demandes d'achat, et j'ai exigé du service comptable qu'il me signale toute dépense, dont la description contenait plus de mots que de sens réel. À la maison, Célia s'est mise à parler davantage de statut. Un soir, alors que nous dînions dans la cour, elle a regardé la pelouse, le porche, la boîte aux lettres près de la route, et a dit, tous les couples normaux possèdent une maison commune. J'ai retiré la viande du grill. Les mots étaient doux, mais ils cachaient déjà un hameçon. La maison avait été achetée avant le mariage. Ce n'est pas un sujet nouveau. Je vis ici depuis 9 ans. J'y ai mis toute mon âme, mais sur le papier, je n'existe pas, tu n'y es pas sur le papier, parce que cette maison a été achetée par moi avant le mariage, et qu'elle est protégée par un contrat. Donc, tu ne me fais pas confiance? Cette petite phrase brise souvent les hommes. Elle m'a frappé, moi aussi. 9 ans ensemble, une cuisine partagée, des vacances, sa main sur mon épaule, des réceptions. Mais la confiance n'exige pas d'un homme qu'il brûle les documents de son père. La confiance ne réécrit pas les actes de propriété d'une maison. Dis les choses plus simplement, ai-je répondu. Ce qui est à toi sera toujours à toi, et mon rôle, c'est de sourire à tes côtés. Ton rôle, c'est ton travail, ton argent, et la moitié de ce que nous avons gagné ensemble, ai-je articulé lentement. Ma maison d'avant le mariage ne figure pas sur cette liste. Célia s'est levée de table. Tu regretteras un jour de me parler, comme si j'étais une ligne dans un grand livre de contes. Peut-être, mais pas aujourd'hui. Elle est rentrée dans la maison, et je suis resté dans la cour, pour éteindre le gaz. Cette requête n'avait rien de romantique. Il s'agissait de prendre le contrôle, sur ce qui ne pouvait être cédé. Le lendemain matin, j'ai sorti l'ancien dossier contenant les papiers de la maison, le contrat de mariage, et les documents d'héritage. J'ai vérifié les copies, j'ai mis à jour la liste dans le coffre-fort, et je me suis envoyé un rappel pour vérifier les papiers d'assurance. Je n'allais pas divorcer pour une seule conversation, mais je n'allais certainement pas oublier que cette conversation avait eu lieu. Pendant quelque temps, Célia s'est adoucie. Lors des réceptions, elle s'est remise à appeler délicatement l'entreprise, la nôtre. Caton restait très professionnel, bien que, parfois, je surprenais son regard s'attarder un peu trop longtemps sur ma femme. Je n'ai fait aucune scène au bureau. Une scène joue toujours contre celui qui l'a déclenchée. J'ai choisi une autre voie. Chaque vendredi matin, j'examinais les factures. Une fois toutes les 2 semaines, je demandais à la comptable, Leonora, de m'apporter une courte liste des lignes étranges. Leonora était avec nous, depuis l'époque où le café sentait encore la peinture fraîche. Elle avait la cinquantaine. Elle portait des lunettes sur une chaîne, et n'aimait ni les ragots, ni les conclusions hâtives. Si Leonora disait qu'une chose était étrange, cela signifiait qu'elle pouvait en fournir la source. Le vendredi 29 mai 2026, elle a frappé à la porte de mon bureau, plus tôt que d'habitude. J'étais en train de vérifier le devis pour l'éclairage du parking d'un centre médical. Mon trousseau de clés reposait sur la table. Le jeton en laiton brillait faiblement, à côté d'une tasse de café froid. Orson, avez-vous 10 minutes, a demandé Leonora. Si ça ne concerne pas les impôts, j'en ai 15. Elle n'a pas souri. Elle a fermé la porte, s'est approchée de la table, et a posé un dossier fin devant moi. Ce genre de dossier est toujours dangereux. Il contient peu de papier, mais chaque ligne est généralement mordante. Je n'aime pas apporter de simples soupçons, a déclaré Leonora, alors je n'ai apporté que ce que je peux confirmer par des relevés.
J'ai posé mon crayon. Poursuivez. Leonora a ouvert le dossier, et a tourné la première feuille vers moi. Des frais de représentation des derniers mois, classés par description. Réunions avec des entrepreneurs de la ville, dîner après les réunions, voyages pour obtenir des approbations. Classés par date, et par lieu. Des questions fusaient dans ma tête. Quelle carte? La carte professionnelle de Caton, et plusieurs demandes qui étaient passées par son approbation. Les noms semblaient secs, dénués de venin. Cela rendait la chose encore pire. J'ai pris la feuille. Il y avait des hôtels, des restaurants, des cadeaux, et des voyages. Certaines lignes paraissaient tout à fait normales pour l'entreprise. Un dîner après une réunion. Une chambre près d'un chantier. Un panier cadeau pour une réception municipale. Mais, à côté de chacune de ces lignes, Leonora avait soigneusement tracé une marque au crayon. Pourquoi ces marques, ai-je demandé. À ces dates, nous n'avions aucune réunion confirmée dans ces endroits-là, a-t-elle répondu. J'ai vérifié le calendrier de la salle de conférence, les courriels des chantiers, et les demandes de déplacement. Aucune correspondance. Le montant? Leonora a tourné la page. 22 840 €. Dont 9 600 pour les hôtels, 5 200 pour les restaurants, 4 740 pour des cadeaux, et 3 300 de voyages. J'ai examiné les chiffres. Ce montant n'était pas suffisant pour ruiner l'entreprise. Mais on ne vole pas une telle somme par accident. On le fait par habitude, par confiance, et avec la certitude que personne ne posera de questions. Qui d'autre a vu cela? Personne. Je n'ai pas envoyé de rapport général. Bien. Elle s'est assise sur le bord de sa chaise. Je dois ajouter encore une chose. Pour 2 de ces lignes, les descriptions ont été modifiées, après la saisie initiale. Qui les a modifiées? Caton possédait l'accès, mais je n'affirme pas qu'il les a changées personnellement, pour l'instant. Il nous faut les journaux de connexion. Le mot « journaux » a pesé lourdement entre nous. Les journaux d'accès se trouvaient dans la salle des serveurs, derrière cette même porte que les beaux sourires ne pouvaient pas ouvrir. J'ai tendu la main vers mes clés, et le métal a cliqueté doucement contre le bip de la maison. On ne touche pas encore aux journaux, ai-je dit. Leonora a levé les yeux, surprise. On n'y touche pas. Ni par l'entrée principale, ni pendant les heures de travail. Je vérifierai l'ordre des accès moi-même, quand je saurai exactement ce que je cherche. Pour l'instant, j'ai besoin de copies de ces relevés, et d'une liste des documents d'où vous avez tiré les dates. Je les ai déjà faites, a-t-elle répondu, en sortant une deuxième enveloppe de son dossier. J'ai failli sourire. C'est pour cela que Leonora avait plus de valeur, que bien des associés charmants. Elle n'apportait pas un incendie et un seau d'eau séparément. Elle apportait les deux, en même temps. Bien. À partir de ce moment, vous ne dites à personne que vous étiez avec moi. Pas même à Caton. Surtout pas à Caton. Elle a hoché la tête, mais ne s'est levée. Orson, je ne sais pas ce qui se cache là-dessous. Peut-être que ce n'est qu'une mauvaise comptabilité. Une mauvaise comptabilité ne cache pas des hôtels sous l'apparence de réception. Leonora a refermé lentement le dossier. Alors, vous feriez mieux d'agir discrètement. J'en ai bien l'intention. Quand elle est sortie, j'ai verrouillé la porte du bureau, et j'ai étalé les feuilles sur la table. Facture contestée, signature de Caton. Un schéma commençait à se dessiner dans ma tête. Qui avait le droit de signature, qui approuvait, quelle date coïncidait avec les réceptions de Célia. La douleur ne venait pas de l'idée de ma femme et de mon associé, seuls ensemble. La douleur venait d'autre chose. Les mains d'autres personnes étaient peut-être déjà posées sur mon entreprise, sur ma maison, et sur la confiance des gens que je nourrissais par mon travail. Je me suis accordé exactement 1 minute pour rester immobile. Puis, j'ai pris une feuille vierge, et j'ai écrit 4 mots. Paiement, accès, calendrier de Célia, contrat de Caton. Le scandale pouvait attendre, les documents, non. J'ai mis les copies dans le coffre-fort, j'ai pris le contrat d'entreprise sur l'étagère, et j'ai ouvert la section concernant le droit de signature. Ensuite, j'ai vérifié le dossier contenant les papiers de la maison. Car la demande de Célia d'être ajoutée sur le titre de propriété n'était plus une simple offense familiale, elle faisait partie du même stratagème. Pas de conclusion hâtive, pas d'accusation au moment du dîner. Seulement des vérifications, des sources, et du papier.
Le soir venu, Célia a appelé pour dire qu'elle rentrerait tard, car elle préparait l'anniversaire de l'entreprise. Sa voix était joyeuse, presque festive. Ne m'attends pas pour le dîner. Nous avons beaucoup de détails à régler. Nous. Orson, ne commence pas. C'est juste une réception. Je ne commence rien. Fini à l'heure, ai-je répondu. Elle m'a trouvé étrange, et la communication s'est coupée. Je ne lui ai donné aucune question ou raison d'entendre mon anxiété. J'ai posé l'écran du téléphone face contre table, j'ai pris mon trousseau de clés, et je suis allé vers le pick-up. La rue sentait l'asphalte chaud, et l'herbe fraîchement coupée. La maison se dressait derrière moi, silencieuse. Avec la lumière du porche allumée, cette maison ne savait pas comment se protéger. L'entreprise non plus. Je devais les protéger. Je suis retourné au bureau après la fermeture, j'ai marché dans le couloir sombre, j'ai ouvert la salle des serveurs avec mon jeton en laiton, et je me suis tenu devant l'armoire des registres. La porte métallique a cliqueté doucement derrière moi. Dans ce bruit, il y avait plus de vérité que dans tous les sourires de ces derniers mois. Je n'ai pas tout ouvert d'un coup. J'ai d'abord recopié les numéros des demandes contestées, je les ai vérifiés par rapport aux dates du dossier de Lenora, puis j'ai refermé l'armoire. L'étape suivante devait être chirurgicale. Si Caton et Célia avaient vraiment décidé de se cacher derrière des réceptions, des hôtels et de belles paroles, je n'allais pas leur courir après, en hurlant. J'allais venir, avec des documents. La tablette a sonné sur le comptoir de la cuisine, au moment exact où je retirais la bouilloire du feu. Sur la table, reposaient les dossiers contenant les relevés que Lenora m'avait remis, avant le week-end. Je n'allais pas fouiller dans les affaires des autres par simple curiosité. La tablette familiale était partagée. Elle contenait nos factures, le calendrier de la maison, et une boîte mail que Célia avait elle-même configurée, pour les dépenses du foyer. Le début d'un courriel est apparu à l'écran. Je n'ai vu que quelques mots, mais ils ont suffi à rendre la bouilloire que je tenais, aussi lourde qu'une enclume. À propos de notre nuit après le conseil. J'ai reposé la bouilloire sur son socle, j'ai éteint le feu, et je me suis essuyé les mains sur un torchon. Le geste était ordinaire, domestique, presque comique. Un homme découvre que son mariage est tombé dans un gouffre, et sa main cherche quand même un torchon sec, pour ne pas laisser de taches sur le verre. Je n'ai pas touché la tablette tout de suite. D'abord, j'ai pris un carnet, un stylo, et une clé USB pour faire des copies de travail. Ensuite, j'ai saisi la tablette à deux doigts, comme s'il ne s'agissait plus d'un objet de cuisine, mais d'une pièce à conviction. Le courriel venait de Caton. Ce n'était ni un email professionnel, ni un message anodin. Ce n'étaient pas des blagues que l'on pouvait mettre sur le compte du mauvais goût. Tout était direct, répugnant, et d'une banalité affligeante. Il écrivait à Célia qu'après le conseil, elle s'était tenue magnifiquement, que personne n'avait remarqué comment ils étaient sortis par le couloir de service, que l'hôtel avait été payé par le même biais. Et qu'Orson, c'est-à-dire moi, ne regardait jamais les frais de représentation plus loin que la première ligne. J'ai relu cette dernière phrase, une fois. Je ne l'ai pas fait une deuxième fois. Tu t'es trompé, Caton, ai-je dit doucement. Ma voix résonnait, régulière dans la cuisine vide, même trop régulière. Je me suis assis à table, j'ai ouvert le reste de la correspondance, et j'ai commencé à tout enregistrer, dans l'ordre. Dans l'urgence, mais sans aucune rage. Date de l'email, heure, expéditeur, destinataire, objet. Puis une capture d'écran, une copie sauvegardée, un autre email, une autre date. Les réponses de Célia étaient courtes, mais dépourvues de prudence. Elle écrivait qu'elle en avait assez de jouer l'épouse reconnaissante. Que lors du banquet de vendredi, elle voulait raconter la vérité avec élégance. Que les gens devaient enfin comprendre, qui lui avait ouvert les bonnes portes et couvert ses décisions. Dans un email, elle a lâché cette phrase, il a l'habitude de penser que c'est sa maison, son entreprise. Laisse-le croire ça, pour l'instant. L'espace d'une seconde, tout est devenu noir devant mes yeux. Pas à cause des mots sur l'entreprise. L'entreprise, c'était du papier, un contrat, une signature, des années de travail. C'est autre chose qui m'a frappé. Elle parlait de la maison, comme si 9 ans de mariage avaient effacé tout ce qui l'avait précédé. La maison achetée par mes soins, 3 ans avant notre mariage, avec son garage double et son pommier tordu près de la clôture, devenait, dans son email, un butin qu'il suffisait d'attendre. Je me suis levé, j'ai ouvert la porte de derrière, et je suis sorti sur le porche.
Dans la cour voisine, quelqu'un nettoyait un grill après un barbecue. Le métal cliquetait contre la pierre, et ce son simple m'a ramené à ma place, m'empêchant de prétendre qu'il n'y avait pas de douleur. Mais ce n'était pas à la douleur de guider mes mains. Je suis retourné dans la cuisine, et j'ai continué. Dans la correspondance, j'ai trouvé une chaîne de mails datant de mercredi dernier. Caton écrivait à Célia qu'après une réunion à huis clos, il pouvait éviter de passer par la sortie principale, car son jeton ouvrait toujours la porte latérale de la salle des serveurs. Célia répondait qu'il lui fallait seulement 10 minutes, pour dire aux invités qu'elle rentrait chez elle, avec une migraine. J'ai posé la tablette face contre table, et j'ai ouvert mon ordinateur de travail. Les journaux d'accès au bureau n'étaient pas un secret pour les associés. Nous les avions installés, non pas pour la surveillance, mais pour protéger les projets et les candidatures municipales. Chaque badge laissait une trace, porte, heure, numéro d'accès. Caton possédait le même jeton en laiton, avec juste un numéro différent. Je me suis connecté au système, j'ai ouvert le journal de la soirée suivant le conseil, et j'ai placé un carnet à côté. D'abord l'entrée principale, puis la porte du parking, puis la salle des serveurs. La trace est apparue immédiatement. Le jeton de Caton était entré par la porte latérale, tard dans la soirée. Quelques minutes plus tard, il avait ouvert la salle des serveurs, puis de nouveau la porte latérale. L'heure coïncidait avec l'email, presque à la minute près. Je n'ai pas souri. On ne sourit pas dans de tels moments. J'ai simplement fait une copie du registre, et j'ai téléchargé un rapport séparé. Puis, j'ai ouvert d'autres dates mentionnées dans les emails. La même chose s'y répétait, porte latérale, salle des serveurs, sortie tardive. Lors de ces soirées où Célia disait être à des réceptions, à aider pour le placement des invités, ou en réunion avec les femmes du comité de charité. En réalité, elle retrouvait mon associé. Et une partie du trajet vers ces rencontres, était payée avec l'argent de l'entreprise. Un nouvel email a clignoté à l'écran. Célia répondait apparemment à Caton depuis son téléphone, et la tablette en recevait une copie. N'aie pas peur d'Orson. Il est trop bien élevé, pour faire une scène. J'ai lu cette ligne, et pour la première fois de la soirée, je n'ai pas seulement ressenti de la douleur. Une froide lucidité est apparue. Célia connaissait mon caractère, mais elle s'était méprise sur mon essence même. Je ne faisais pas de scène, non pas parce que j'étais faible. Je ne faisais pas de scène, parce qu'une scène sans document ne vaut rien. J'ai appelé Lenora. Elle n'a pas répondu tout de suite. Sa voix était endormie. Orson, il s'est passé quelque chose, a demandé la comptable. J'ai besoin des journaux d'accès pour toutes les soirées où les dépenses contestées coïncidant avec les emails, ai-je dit. Seulement des copies. Ne modifiez rien dans le système. Elle est restée silencieuse, pendant quelques secondes. Vous avez trouvé un lien, a demandé Lenora, doucement. J'ai trouvé un point de départ, ai-je répondu. Et aussi, si Caton demande demain matin qui a accédé au registre, vous n'expliquez rien sans moi. C'est compris. Compris, a-t-elle bredouillé. Orson, je suis désolé. J'ai regardé la tablette, où Célia qualifiait ma décence de faiblesse. La pitié pour plus tard, ai-je dit, d'une voix calme. Nous avons besoin de copies, maintenant. Après l'appel, j'ai tout rassemblé dans un seul dossier, email, registre, paiement, relevé. Sur la couverture, avec une liste des dates, je n'ai écrit qu'un seul mot, vendredi. Non pas parce que je voulais faire le spectacle. Le banquet était déjà programmé. La salle était payée. Les invités étaient conviés. Célia préparait son toast. Si j'annulais la soirée, elle aurait le temps d'effacer ses traces. Et Caton aurait le temps de verrouiller les accès, et d'approuver rétroactivement tout ce qui pouvait encore l'être. Je ne leur ai pas accordé ce temps. Le vendredi, la salle de bal de l'hôtel brillait, comme si personne à l'intérieur n'avait jamais menti. Les nappes blanches étaient impeccables. Les verres étaient alignés. Au mur, l'enseigne de notre entreprise était accrochée, et à l'entrée, Célia accueillait les invités avec ce doux sourire pour lequel elle était adorée des entrepreneurs, des officiels, et des épouses de nos clients. Elle tenait une coupe en argent à la main, avant même le premier toast. Elle aimait tenir les objets de manière à ce que la lumière accroche le métal. Caton se tenait près d'elle. Pas trop près, juste assez pour qu'une personne extérieure y voie une unité professionnelle, et pour qu'une personne avec des lettres dans un dossier, y voie de l'effronterie. Orson,
tu es bien sombre aujourd'hui, a lancé Célia, d'un ton traînant, lorsque je me suis approché d'eux. Elle portait une robe sombre. Ses cheveux étaient relevés, ses épaules dénudées. 9 ans plus tôt, j'aurais dit qu'elle était magnifique. Ce soir-là, je ne voyais qu'une femme qui avait déjà décidé que ma maison était presque sienne. C'était une longue journée, ai-je répondu. Caton m'a tapé sur l'épaule. Sa paume s'est attardée une seconde, comme s'il vérifiait si j'allais tressaillir. Détends-toi, partenaire, a lancé Caton. Aujourd'hui est un jour de fête. J'ai regardé sa main, puis son visage. Oui, ai-je dit. Aujourd'hui, beaucoup de choses vont s'éclaircir. Caton a retiré sa main. Célia a légèrement plissé les yeux, mais s'est immédiatement tournée vers les invités. Elle avait besoin de s'approprier la salle. Les gens voyaient l'hôtesse de la soirée. Moi, je voyais la répétition pour un piédestal. Leonora était assise près de la sortie. Il y avait un verre d'eau devant elle. Elle avait à peine touché à la nourriture. Quand nos regards se sont croisés, la comptable a hoché la tête de façon presque imperceptible. Ce qui signifiait que les copies des journaux étaient avec elle, et avec moi. Ce qui signifiait que personne ne pourrait dire que j'avais inventé l'heure, les portes, et le badge. La soirée s'est étirée, dans l'ordre habituel. J'ai peu parlé, et je n'ai pas regardé une seule fois en direction du parking, où le dossier reposait, enfermé dans la boîte à gants. Au moment où le dessert a été servi, Célia s'est levée. La salle est devenue silencieuse. Elle savait comment se faire attendre. La coupe en argent s'est élevée au-dessus de la table. La lumière a frappé le bord, et dans ce petit éclat, il y avait plus de suffisance que dans n'importe quel discours. Je voudrais porter un toast, a commencé Célia. Sa voix tremblait, de cette belle émotion qu'elle savait déclencher à volonté. À l'homme qui a toujours été là, et qui m'a comprise mieux que quiconque. Il est la raison de mon succès. Elle ne s'est pas tournée vers moi. Elle s'est tournée vers Caton. Un silence a parcouru les tables. Plus rapide que les serveurs, quelqu'un a reposé sa fourchette sur son assiette. Caton a tenté de sourire modestement, mais n'a pas pu cacher son plaisir. Célia le regardait ouvertement, presque avec défi. Sur son visage, se lisait le triomphe d'une personne persuadée d'avoir déjà gagné. Les invités ont saisi le sous-entendu. Pas tous, mais suffisamment d'entre eux. À la table de la comptabilité, quelqu'un a baissé les yeux. L'un des ingénieurs principaux s'est tourné vers la fenêtre. La femme d'un entrepreneur s'est couvert la bouche avec une serviette. Je me suis levé. La chaise a glissé sans un grincement. Je me suis délibérément levé avec calme, car dans une telle salle, la rage ressemble à de la faiblesse, tandis que le calme force l'écoute. Puisque nous parlons aujourd'hui des raisons du succès, ai-je dit, je serai bref, moi aussi. Célia a lentement tourné la tête. La coupe en argent restait dans sa main. Caton s'est redressé. Orson, ce n'est pas le moment de faire des remarques professionnelles, a sifflé Célia. C'est exactement le moment, ai-je répondu. Je n'ai pas haussé le ton. Dans le coin le plus éloigné, un serveur s'est figé, une cafetière à la main. Premièrement, Caton ne signera plus une seule facture pour notre entreprise. La salle a semblé aspirer tout l'air. Caton a fait un pas brusque vers moi. Tu ne peux pas annoncer une chose pareille pendant un dîner, a-t-il lancé entre ses dents. Nous avons un contrat. Exactement, ai-je dit. Un contrat basé sur la confiance, le droit de signature, et les contrôles internes. Célia a posé sa coupe sur la table. Elle ne l'a pas jetée. Elle ne l'a pas fait tomber. Elle l'a posée. Le métal a tapé doucement contre le bois, et ce son valait mieux qu'une gifle. Tu t'entends parler, a-t-elle sifflé. Tu m'humilies devant tout le monde. J'ai regardé ma femme. À ce moment précis, j'aurais voulu dire tellement de choses, sur les lettres, sur les hôtels, sur sa phrase concernant la maison. Mais la douleur publique ne devait pas se transformer en une scène de ménage grotesque. Demain matin, les documents iront à ton avocat. Elle n'a pas pâli tout de suite. D'abord, l'assurance a disparu de son visage. Puis, ses lèvres se sont pincées, et c'est seulement après que la lumière a quitté ses joues. Quel document, a murmuré Célia. Concernant le divorce, les dépenses contestées, et la préservation de mes biens personnels, ai-je répondu. Caton a regardé autour de lui,
comme s'il cherchait quelqu'un pour le soutenir. Personne ne s'est levé. Personne ne lui a tapé sur l'épaule. Même ceux qui ne savaient rien, l'ont ressenti, une personne sans fait, ne parle pas aussi calmement devant des témoins. C'est de la diffamation, a lâché Caton, mais sa voix s'était faite plus basse. Alors il vous sera facile d'ouvrir les journaux d'accès, ai-je répondu. Et les factures. Leonora a fermé les yeux, une demi-seconde. La comptable savait que cette phrase n'était pas une menace, mais une porte derrière laquelle se trouvaient déjà des copies. Célia s'est approchée de moi. Sur son visage, l'expression de l'hôtesse de la soirée est réapparue, mais cette fois-ci, elle était fissurée sur les bords. Nous parlerons à la maison, a-t-elle dit doucement, presque dans un murmure. Non, ai-je répondu. Aujourd'hui, tu iras où tu voudras. Demain matin, j'irai chez l'avocat. Tu n'oseras pas, a-t-elle chuchoté. Je l'ai déjà fait. Je n'ai pas lu les lettres à l'Assemblée. Je n'ai pas nommé les hôtels. Je n'ai pas prononcé le mot que tout le monde avait déjà entendu sans moi. J'ai posé ma serviette sur la table, j'ai fait un signe de tête à Leonora, et je me suis dirigé vers la sortie. Derrière moi, un murmure s'est élevé. Des voix contenues, le cliquetis de la vaisselle, le petit rire nerveux de quelqu'un. À la porte, Caton m'a rattrapé. Orson, attends, a-t-il sifflé. Tu es en train de détruire l'entreprise, en ce moment même. Je me suis arrêté près du mur, où étaient affichées les photos de nos anciens projets. Sur une image, un parking municipal illuminé. Sur une autre, une place après sa reconstruction. Des gens y passaient le soir, sans même imaginer combien de calculs se cachaient derrière la lumière au-dessus de leur tête. Non, Caton, ai-je dit. Je sépare l'entreprise de tes factures. Tu le regretteras, a-t-il lancé. Apporte les journaux d'accès, ai-je répondu. Ensuite, nous parlerons. Caton n'a rien trouvé à dire. Je suis sorti sur le parking, je suis monté dans le pick-up, et c'est seulement là, que je me suis accordé une minute d'immobilité. Devant le pare-brise, l'entrée de l'hôtel brillait. L'endroit même où, quelques instants plus tôt, Célia tenait une coupe en argent, et remerciait un autre homme pour son succès. Je n'ai pas pleuré, et je n'ai pas frappé le volant. Car devant moi s'annonçait le matin, et le matin, les documents devaient partir en premier. Le bureau de Marie sentait le café fort et le papier. Quand j'y suis entré ce samedi-là, l'avocate spécialisée en divorce était déjà assise à son bureau, à côté d'un épais dossier. Elle ne perdait pas de mots en soupirs compatissants. C'était précisément pour cela que je l'avais choisie. Asseyez-vous, Orson, a-t-elle dit. Commençons par la maison. J'ai placé les copies devant elle. Le contrat d'achat de la maison, le contrat de mariage, les relevés de l'entreprise, les lettres, les journaux d'accès, et le calcul des dépenses. Marie a d'abord ouvert le contrat de la maison. Acheté avant le mariage, enregistré uniquement à votre nom. Elle a ajouté, c'est une position solide, mais Célia parlera très probablement de son investissement dans la famille, des réceptions à domicile, de l'image d'un mari contrôlant. Laissez-la parler, ai-je répondu. Que attendez-vous de moi? Ne vous disputez pas directement avec elle. Ne lui écrivez pas de longs messages. Ne lui coupez pas l'accès à l'argent familial habituel sans motif. Ne changez pas les serrures sans une ordonnance du tribunal. Nous n'avons pas besoin d'un mari en colère. Nous avons besoin d'une personne qui protège ses biens et ses documents. Et j'ai acquiescé. C'était désagréable à entendre, mais c'était juste. Elle a publiquement porté un toast à Caton, ai-je rappelé. Les employés et les invités étaient dans la pièce. Pour la douleur, c'est important, a déclaré Marie avec un calme fatigué. Pour le tribunal, ce qui importe, ce sont les dépenses, les lettres, et les contrats. Le tribunal ne guérit pas la trahison. Il divise les biens et les preuves. C'est dur, ai-je dit. C'est utile. L'avocate a tranché, passons maintenant aux dépenses. Nous avons réparti les dépenses contestées en plusieurs piles. Marie ne m'a pas laissé m'emporter émotionnellement. Chaque feuille a reçu une date, une source, et un lien avec des lettres ou des registres. Si le lien était faible, elle mettait la feuille de côté. Ceci n'est pas une poubelle pour votre ressentiment, a-t-elle dit, lorsque j'ai posé l'addition d'un restaurant sans confirmation claire. C'est un dossier pour le tribunal. Compris. Elle a pris une feuille vierge et y a inscrit le montant.
22 840 €, ni plus ni moins. Puis, elle a détaillé la répartition autorisée. 9 600 pour les hôtels. 5 200 pour les restaurants. 4 740 pour les cadeaux. 3 300 pour les voyages. Nous réclamerons cela comme dilapidation des biens conjugaux, a expliqué Marie. Pas comme une punition pour adultère, mais comme de l'argent dépensé en dehors de la famille, et en dehors des besoins légitimes de l'entreprise. Et l'entreprise, ai-je demandé. L'entreprise est séparée. Vous avez un contrat d'entreprise. Cela ne rend pas Caton coupable en un seul matin, mais cela permet de limiter sa signature le temps d'un audit. S'il y a un risque de dépenses non ciblées, votre déclaration au banquet était abrupte, mais pas infondée. Je n'ai prononcé que 2 phrases. Et c'est une bonne chose, a répondu Marie. Moins on en dit en public, moins il y a de choses à corriger par la suite. Elle a ouvert les lettres, les a lues rapidement, marquant au crayon uniquement ce qui avait du poids. La nuit après, le conseil a été payé par le même biais. Il ne voit que la première ligne. Laisse-le croire ça pour l'instant. Le crayon s'est arrêté sur la phrase concernant la maison. Cela va se retourner contre Célia, a affirmé l'avocate. Mais pas maintenant. Pour l'instant, nous déposons les avis de divorce, une demande d'ordonnance provisoire, et une lettre séparée sur la préservation des documents. Quand la recevra-t-elle? Elle ira à son avocat dès aujourd'hui, s'il est déjà connu. Sinon, nous la lui enverrons officiellement. Vous ne lui remettez rien personnellement, et vous ne vous expliquez pas sur le porche. Je me suis souvenu du visage de Célia à table, de la coupe en argent, et de son murmure, nous parlerons à la maison. Elle va insister pour avoir une conversation, ai-je prévenu. Qu'elle écrive par l'intermédiaire d'un avocat, a tranché Marie. Votre maison ne devient pas sa maison, juste parce qu'elle élève la voix. Mais vous ne devez pas non plus donner l'image d'un homme qui met sa femme à la porte un samedi matin. Parfois, l'action la plus forte ressemble à de la retenue. Ce n'est pas de l'impatience ou de l'espoir, mais une démarche précise pour obtenir un résultat. Après le bureau de Marie, je suis allé à la banque. L'agence du samedi avait des horaires réduits. À l'intérieur, ça sentait le plastique, le café de la machine, et le tapis humide de l'entrée. Une femme à lunettes était assise au guichet. Elle me connaissait pour les paiements de l'entreprise, et pour le compte familial. J'ai demandé à voir le directeur, et j'ai posé la lettre de Marie sur le bureau. Je dois marquer les dépenses contestées, et déposer un avis indiquant qu'une partie de ces dépenses sera réclamée dans le cadre du divorce, pour dilapidation des biens conjugaux, ai-je déclaré. Le directeur a lu la lettre, puis m'a regardé par-dessus ses lunettes. Souhaitez-vous geler le compte commun? Non, ai-je répondu. Pas sans ordonnance du tribunal. Je veux enregistrer les notifications sur les transactions contestées, et obtenir des copies des relevés, selon les règles. Nous pouvons préparer une confirmation de réception de la notification, a indiqué le directeur. Pour les cartes de l'entreprise, il faudra une demande séparée, émanant d'une personne autorisée de la société. C'est ce que je ferai, ai-je répondu. J'ai signé les demandes, j'ai obtenu les annotations, et j'ai demandé séparément les relevés pour les dates où les hôtels et les restaurants coïncidaient avec les lettres. Le directeur n'a pas posé de questions supplémentaires. C'était la bonne approche. Dans une banque, on n'a pas besoin de sympathie. Dans une banque, on a besoin de tampons, de marques, et des heures de transaction. Alors que j'arrivais sur le parking, mon téléphone a vibré. Célia. Je n'ai pas répondu. 1 minute plus tard, un message est arrivé. Tu as ruiné la soirée. Tu m'as humilié devant tout le monde. J'ai transféré le message à Marie, sans y répondre. Presque immédiatement, un deuxième message a suivi. Qu'a-t-on dit que tu n'as aucun droit de toucher à sa signature? Je l'ai également transféré à l'avocate. Ensuite, je suis monté dans le pick-up, et j'ai ouvert la fenêtre. L'air chaud a frappé mon visage. Le bruit des voitures provenait de la route. J'avais envie d'écrire une courte phrase à Célia, tu as levé ton verre toute seule. Je ne l'ai pas écrite. J'ai laissé le téléphone sur le siège, et j'ai démarré. Le dimanche, j'ai préparé un paquet pour Elsbeth, sur la table de la cuisine, la même où se trouvait la tablette 2 jours plus tôt. J'ai disposé les copies dans l'ordre, une courte lettre, des relevés, quelques emails de Célia et Caton, les dates des chantiers, les accès du jeton de Caton. Je n'ai pas tout mis en vrac,
car la vengeance par le chaos humilie celui qui se venge. J'y ai mis des faits. Dans la lettre pour Elsbeth, j'ai simplement écrit « Je ne vous demande rien ». Je ne vous demande pas de me croire, de m'aider, ou de me répondre. Ces documents concernent votre mariage, et de l'argent qui pourrait affecter votre famille. Ce que vous en ferez, ne dépend que de vous. J'ai relu la lettre, et j'ai supprimé une phrase où perçait mon ressentiment. Puis, j'en ai retiré une autre, où l'on pouvait déceler une allusion à une alliance. Elsbeth n'était pas mon arme. C'était une femme à qui l'on mentait, elle aussi. Le lundi matin, j'ai appelé Elsbeth, et je lui ai demandé 10 minutes sur le pas de sa porte. Pas pour une conversation sur Caton. Pas pour des requêtes, pas pour une alliance. Juste pour lui remettre les copies, et partir. À la sortie, le téléphone s'est réveillé une fois de plus. Cette fois, c'était Caton qui appelait. J'ai regardé son nom jusqu'à la dernière sonnerie, sans décrocher. Puis un message est arrivé, tu franchis une ligne. J'ai ouvert une nouvelle page dans mon carnet, et j'ai noté l'heure du message. Ensuite, j'ai démarré le pick-up. La ligne avait déjà été franchie, mais pas par moi. Elsbeth n'a pas ouvert la porte tout de suite, bien que j'ai vu son ombre derrière le verre dépoli. Je me tenais sur le porche avec une fine enveloppe à la main, la tenant de manière à ce qu'elle ne ressemble ni à un cadeau, ni à une menace. Orson, a dit Elsbeth, lorsque la porte s'est enfin ouverte. Sa voix était posée, mais sa main tremblait sur la chaîne de sécurité. Caton n'est pas là. Je ne suis pas là pour lui, ai-je répondu. Ni pour que vous fassiez quoi que ce soit pour moi. Elle a retiré la chaîne, et a reculé. Si c'est à propos de la nuit à l'hôtel, j'en ai déjà entendu parler, a-t-elle dit doucement. Les gens adorent être les premiers à appeler, quand la vie de quelqu'un d'autre s'effondre. Ce ne sont pas des ragots, ai-je dit, en posant l'enveloppe sur le bord de la table. Voici des copies, des relevés, des factures, des lignes de frais pour des hôtels, des restaurants, des cadeaux, et des voyages. Les originaux sont chez l'avocat. Elsbeth n'a pas pris l'enveloppe tout de suite. Elle a regardé le papier blanc, comme s'il s'agissait d'un couteau sans manche. Vous voulez que je témoigne, a-t-elle demandé. Non. Pour faire pression sur Caton? Non. Alors pourquoi êtes-vous venu? Je me suis assis, seulement après qu'elle se soit elle-même effondrée sur la chaise d'en face. L'enveloppe reposait entre nous, et je gardais mes mains sur mes genoux. Parce que vous avez le droit de savoir, ai-je répondu. Vous déciderez du reste, vous-même. Je ne demande ni alliance, ni promesse. Je ne fais que transmettre les faits. Elsbeth m'a regardé brièvement. Il n'y avait aucune gratitude sur son visage, et c'était légitime. Elle a pris l'enveloppe, l'a ouverte avec son ongle, et en a sorti la première liasse de copies. Ce sont les dates où il disait travailler tard avec vous, a-t-elle demandé. Oui. Pas toutes. Seulement celles où il y a une confirmation de dépense, ou une entrée avec le badge. Je n'ai pas inclus de supposition. Et Célia, le nom de ma femme, a résonné dans cette pièce comme un objet étranger, tombé sur un sol propre. Célia devra répondre de mes accusations, ai-je dit. Caton, des vôtres. Si vous le décidez. Je ne vais pas vous dire comment vivre. Elsbeth a fini de lire la page, l'a posée sur les autres, et a soudain demandé, le saviez-vous depuis longtemps? Non. Juste assez pour vérifier. Pas assez pour m'y habituer. Elle a hoché la tête, puis s'est levée pour se verser un verre d'eau. Je n'ai pas dit un mot. Dans de tels moments, le silence d'un étranger vaut mieux que des condoléances. Caton a dit hier, que vous étiez devenu fou de jalousie, a déclaré Elsbeth sans se retourner. Il a dit que vous contrôliez toujours Célia. L'argent, la maison. J'ai ricané, sans amusement. Alors il lui sera très pratique de répéter cela, sous serment. Elsbeth est revenue à la table, mais ne s'est pas rassise. Elle se tenait au-dessus des copies, comme quelqu'un au-dessus de la carte d'un incendie. Je ne vous promets rien, Orson. Je n'ai rien demandé. Je ne veux pas que vous disiez plus tard, que je vous dois quelque chose pour la vérité. Je ne le ferai pas, elle a pris l'enveloppe à deux mains, et l'a pressée contre sa poitrine. Non pas comme une bouée de sauvetage, mais comme un poids qu'on ne pouvait plus reposer. Alors, partez, a-t-elle dit doucement. Je dois lire ceci seul. Je me suis levé. Sur le pas de la porte, Elsbeth m'a soudainement interpellé, Orson.
Je me suis arrêté, sans me tourner complètement. S'il y a ne serait-ce qu'une seule supposition en trop là-dedans, je jetterai tout. Il n'y a que ce qui peut être posé sur le bureau d'un juge, ai-je répondu. La porte s'est refermée doucement, sans claquer. J'ai descendu les marches, et je suis monté dans le pick-up. Dans la maison derrière moi, une femme lisait déjà les dates que son mari croyait enfouies. Le vendredi 12 juin 2026, je me suis présenté au tribunal des affaires familiales, avant Marie. Je portais un costume sombre. Ce même dossier reposait sur mes genoux. Célia est entrée avec son avocat, et s'est arrêtée dans l'allée, pour que le juge la voie avant moi. Elle portait une robe simple, sans bijoux. Son visage était dépourvu de son éclat habituel de réception. Elle ne ressemblait pas à une femme qui portait un toast à un autre homme, mais à une épouse qui a peur de rentrer chez elle. J'ai immédiatement compris ce jeu, respirez calmement, a dit l'avocate. Ici, il joue avec les expressions du visage, mais les décisions se prennent avec des papiers. Nous avons les papiers. C'est vrai, a répondu Marie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la décision finale. C'est une ordonnance provisoire. Le juge est entré sans cérémonie supplémentaire, et la salle s'est levée. Une audience provisoire ne dissèque pas la vie jusqu'à l'os. Elle décide de qui vit où, et de qui utilise quoi, alors que le divorce ne fait que commencer. L'avocat de Célia a pris la parole en premier. Il n'a pas crié, mais d'une voix calme, il a vendu sa peur comme une plainte légitime. Ma cliente s'est retrouvée sans accès à ses fonds habituels, après une humiliation publique, a-t-il déclaré. Le mari contrôlait la maison, l'entreprise, les décisions bancaires et les documents. Après un conflit familial, il l'a littéralement poussée hors de sa vie stable. J'ai regardé Célia. Elle était assise, légèrement voûtée, triturant un mouchoir entre ses doigts. Là, elle regardait la table, et faisait semblant que la voix de l'avocat lui causait de la douleur. Marie s'est levée. Nous avons un contrat de mariage, des documents pour la maison, et la confirmation des dépenses contestées, a-t-elle déclaré. La maison a été acquise par mon client avant le mariage. Il y a des motifs pour limiter l'accès de l'épouse aux fonds familiaux. Aujourd'hui, je ne divise pas définitivement les biens, a interrompu le juge. Je décide de la façon dont les parties vivront dans l'immédiat. Cette phrase est tombée sur la table comme un couvercle de plomb. J'entendais déjà quelle direction prenait l'affaire, mais je me suis forcé à rester silencieux. L'avocat de Célia a fait un pas en avant. Votre honneur, ma cliente a vécu dans cette maison pendant 9 ans. C'est son unique logement. La laisser sans foyer et sans soutien maintenant, revient à la punir avant même l'enquête. Marie a objecté calmement. Mon client n'a pas jeté son épouse à la rue. Il a proposé un arrangement temporaire par l'intermédiaire d'avocats. La maison est sa propriété personnelle, et cela est confirmé. Le juge a regardé les pages, puis a regardé Célia. Madame Veil. Vous avez peur de vous retrouver sans accès à la maison. Célia a levé les yeux. Il y avait des larmes, mais elle a gardé une voix très douce. Oui, votre honneur. J'ai été sa femme pendant 9 ans. Et maintenant, il a décidé qu'il pouvait tout reprendre, en une seule soirée. Il a toujours dit que la maison était à lui, que l'entreprise était à lui, que l'argent était à lui. J'avais peur de protester. Marie a légèrement poussé ma manche avec son coude. Elle ne l'a pas tenue, elle m'a juste rappelé, gardez le silence. Et j'ai gardé le silence, car un seul mot dur de ma part, à cet instant, aurait été un cadeau pour Célia. Ce n'est pas vrai, ai-je dit, seulement lorsque le juge m'a donné la parole. Je ne lui ai pas pris son logement. Je protège mes biens personnels et mon argent, après avoir découvert ses dépenses. Je comprends votre position, monsieur Veil, a répondu le juge. Mais une ordonnance provisoire ne constitue pas une décision finale sur les droits de propriété. Célia a baissé la tête. Caton n'était pas dans la salle, mais son ombre planait sur chaque page des frais de représentation. Marie a tenté de ramener la conversation sur les dépenses. Votre honneur, ces dépenses sont déjà confirmées par des documents originaux. Nous demandons qu'elles soient prises en compte dès maintenant, dans la pension alimentaire provisoire. Cela fera l'objet de preuves ultérieures, a déclaré le juge. À ce stade, je ne suis pas prêt à conclure à une dilapidation des biens conjugaux, sans une réponse complète de la partie adverse. C'est là que la salle est devenue plus silencieuse. J'ai vu le dossier devant moi, les marque-pages, les lignes nettes,
et j'ai compris qu'un bon document ne frappe pas toujours le premier. Parfois, on a déjà construit contre vous l'image d'une personne, que le juge craint de laisser sans contrôle temporaire. La décision a résonné sèchement. Célia a été temporairement autorisée à vivre dans la maison. Je devais lui en garantir l'accès, et ne pas changer les serrures. Une pension alimentaire provisoire lui a été accordée. Mon accès à une partie du compte familial a été limité. L'espace de 24 heures, j'ai perdu la possibilité de déplacer une partie des fonds sans accord. Le juge a précisé qu'il ne décidait pas du sort de la maison, de l'entreprise, du pick-up, ni du compte de retraite. Mais pour les personnes présentes dans la salle, cela paraissait différent. Célia venait de gagner le premier point. J'ai fermé le dossier sans le faire claquer. L'avocat de Célia s'est penché pour lui glisser un mot à l'oreille. Et, pour la première fois de la matinée, ma femme a relevé les yeux. Il n'y avait plus de larmes dans son regard. Orson, a dit Marie doucement, presque dans un murmure. Nous nous levons et nous partons. Cette maison est à moi, ai-je répondu tout aussi doucement. Je sais, mais aujourd'hui, le juge lui en a donné la clé. Ne lui offrez pas une deuxième victoire. Je me suis levé. Célia est passée devant moi et a regardé la porte, comme si je me tenais déjà à l'extérieur de ma propre maison. Sur le parking du tribunal, Marie m'a arrêté près du pick-up. Vous ne rentrez pas chez vous maintenant, a déclaré Marie. C'est ma maison. Je sais, mais selon l'ordonnance provisoire, elle a le droit d'y vivre. Vous ne devez pas donner à son avocat l'image d'un mari en colère. Alors, j'ai perdu. Marie m'a regardé sans pitié. C'est pour ça que je la payais. Aujourd'hui, oui. Temporairement. Et uniquement parce qu'elle a vendu sa peur au juge, plus vite que nous n'avons vendu nos documents. Maintenant, nous changeons d'approche. De quoi avez-vous besoin? J'ai besoin de la source des demandes de remboursement. Qui a fait la demande? Qui a approuvé? Qui a justifié ses dépenses, avant le paiement? Si Caton a signé les demandes initiales, nous ne montrerons pas une romance, mais un stratagème professionnel. Le Nora. Oui. Et les journaux d'accès. Pas un récit, mais une chaîne, demande, date, dépense, entrée avec le badge. Une seule chaîne ininterrompue. La défaite s'est transformée en mission. Je savais déjà comment gérer ça. Cette nuit-là, je n'étais pas à la maison, mais dans un petit bureau de service, au-dessus du garage de l'entreprise. Je ne voulais pas donner à Célia l'illusion qu'elle m'avait chassé de mon lieu de travail. J'ai retiré ma veste, et j'ai étalé les papiers sur le sol, car la table était trop petite. Les relevés étaient à gauche. Les factures d'hôtel à côté. Les impressions des entrées dans une pile séparée. Mon téléphone a clignoté avec un message de Célia. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Puis j'ai fini par regarder. N'oublie pas que le juge a dit de ne pas m'empêcher de vivre à la maison. J'ai posé le téléphone, écran vers le bas. J'ai eu envie de répondre par une courte phrase, mais une courte phrase n'aurait pas été une action. Le juge lui a donné la clé. Je trouverai la porte qu'elle n'a pas vue. À 00h30, j'ai appelé le Nora sur le numéro professionnel qu'elle m'avait elle-même laissé, pour les questions comptables urgentes. Elle n'a pas répondu tout de suite. Orson, si c'est à cause du tribunal, Marie m'en a parlé. J'ai besoin des demandes initiales pour les frais de représentation. Pas les factures finales. La toute première approbation, les anciens formulaires. Oui. Et tout ce sur quoi Caton a écrit la justification. Le Nora est restée silencieuse, un instant. Je l'ai entendu allumer une lampe, quelque part. Elles ont peut-être été déplacées vers les archives, après le paiement. Où sont les archives? En partie dans des boîtes en carton, en partie dans un ancien dossier sur le disque dur interne. Mais si Caton l'a traité lui-même, il a pu ne laisser que le fichier final. Je n'ai pas besoin du fichier qui l'arrange. J'ai besoin de la toute première trace. Alors demain matin, je serai au bureau avant tout le monde, a déclaré la comptable. Et Orson, quoi? N'allez pas à la maison aujourd'hui. C'est exactement ce qu'elle attend. Je n'irai pas, ai-je répondu. Après l'appel, j'ai pris une feuille et j'ai dessiné une chaîne. Date, demande, signature, montant, Célia, Caton, entrée, paiement. Et s'il y avait un trou, je l'entourais en rouge. Au matin,
il y avait moins de cercles rouges que je ne le craignais. Le principal vide se trouvait au début. Qui avait été le premier à transformer une rencontre personnelle en frais de représentation? Il fallait trouver cette main. Le samedi 13 juin 2026, le Nora est arrivé au bureau avec un grand sac en tissu. Je l'ai accueilli à la porte latérale. Le bâtiment était presque vide. Vous avez l'air d'un homme à qui le juge n'a pas pris sa maison, mais son sommeil, a remarqué le Nora. Le sommeil, ça coûte moins cher. Elle n'a pas souri. Nous sommes entrés dans le service de comptabilité, et le Nora a fermé la porte. Sur son bureau, se trouvait déjà une pile de boîtes provenant des archives. Chacune portait une année, et une note concernant les dépenses. La comptable a sorti de fins gants en coton, puis a secoué la tête et les a rangés. Ce n'est pas un musée. Faites juste attention de ne pas renverser votre café. Le café ne fait plus effet. Le Nora a placé la première boîte devant moi. Regardez, vous avez déjà vu les factures finales, mais nous avons une ancienne procédure. L'associé qui demande un paiement doit joindre une courte demande. Aujourd'hui, ce vestige du siècle dernier peut nous faire gagner du temps. Pas du temps. Des preuves. Nous avons travaillé en silence. Le Nora étalait les dossiers. Je vérifiais les dates. Puis, elle a sorti une feuille au bord jauni, et l'a gardée dans sa main. Ici, a-t-elle dit d'une voix différente. Je me suis approché. La signature de Caton figurait sur le formulaire. Dans la ligne objet, il était écrit « Réunion de représentation sur l'éclairage du hub de stationnement ». La date coïncidait avec la facture de l'hôtel, et l'heure d'approbation était antérieure au paiement. C'est le début, ai-je dit. Attendez. Le Nora a ouvert un dossier interne sur un vieil ordinateur de travail. La comptable a trouvé l'archive des demandes, et a affiché un tableau à l'écran. Il y a des lignes qui ne figurent pas dans le rapport habituel des associés. Qui a créé la demande, et depuis quel poste de travail? Quand la description a été modifiée, j'ai sauvegardé les marques de service séparément, a-t-elle expliqué. Pour des questions fiscales. Personne ne s'y intéressait, tant que les montants correspondaient. Qui a modifié la description? Le Nora a agrandi la ligne. Le nom de Caton s'y trouvait 2 fois. Création et édition. La deuxième modification avait été faite tard dans la soirée. Cette même soirée où son jeton en laiton était entré dans la salle des serveurs, là où se trouvait la vieille armoire contenant les copies internes et les journaux. Il y est allé après avoir rempli la demande, ai-je déduit. Il n'a pas fait qu'y aller, a ajouté le Nora, en sortant une autre feuille. Dans le tableau final, vous ne voyez que l'entrée de l'associé. Dans le journal brut, vous voyez le jeton spécifique. J'ai demandé de télécharger l'ancienne vue. Sur le papier se trouvaient des lignes d'entrée, date, heure, porte de la salle des serveurs, jeton de Caton. À la même heure, un déjeuner ordinaire avait été transformé en réunion avec un vague client. Et ensuite, la facture était passée en frais de représentation. J'ai pris la feuille et j'ai ressenti, non pas de la joie, mais une lourde satisfaction professionnelle. Le mensonge de quelqu'un d'autre présentait une faille, sur laquelle on pouvait tirer. Combien de chaînes comme celle-ci y a-t-il, ai-je demandé. Pour l'instant, 4 correspondances directes. La chaîne principale mène à ces fameux 22 840 €. C'est plus difficile pour les cadeaux, mais il y a une demande de Caton, et pas un seul client sur la liste de livraison. Et Célia. Sa signature n'est pas sur les demandes. Mais il y a des lettres, et des dates pour le tribunal. Il est important de montrer que l'argent de la famille, et l'argent de l'entreprise ont été mélangés via Caton. Le Nora a parlé d'un ton sec. J'ai apprécié cela davantage que la sympathie, car au tribunal, les décorations ne sauvent pas une maison. Faites des copies, ai-je ordonné. Papier et électronique, séparément. Les demandes initiales à part, le journal brut des jetons à part, le tableau des modifications. Je suis déjà en train de le faire. L'imprimante a bourdonné. Les feuilles sont sorties les unes après les autres. J'ai regardé la signature de Caton apparaître sur le papier blanc, et j'ai pensé, il n'avait pas peur de ma colère, il avait peur de l'ennuyeuse comptabilité. Ensuite, le Nora a placé une pile de feuilles retenues par un trombone devant moi. Voici le jeu complet pour les 4 correspondances directes, et 3 autres plus faibles. Mais Marie décidera quoi en faire. J'ai feuilleté les pages, et dans chaque chaîne, il y avait la même image. Qu'a-t-on créé ou modifié une demande? Puis,
son jeton accédait à la salle des serveurs. Ensuite, la dépense passait sous une appellation officielle et inoffensive. Quelque part à proximité, Célia apparaissait. Des lettres, des dates, des voyages, des cadeaux. Leonora, ai-je dit, vous comprenez qu'après cela, Caton essaiera de dire que vous vous vengez de lui, pour de vieux différends. Laissez-le dire. J'ai une ordonnance de conservation, des copies, et des lettres où il a lui-même demandé de payer plus vite. Je ne me venge pas, Orson. Je compte. J'ai pris les copies, et Leonora a mis les originaux dans un dossier séparé, qu'elle a verrouillé dans une armoire. C'est pour Marie, a précisé la comptable. Laissez-la les garder, jusqu'à ce que nous commencions à en parler dans l'entreprise. Ils vont commencer. Et ensuite, ils commenceront avec des documents, pas avec des chuchotements. Je suis arrivé au bureau de Marie directement depuis l'entreprise, sans passer par la maison. Le dossier avec les copies était presque 2 fois plus épais. Marie a lu la première chaîne, puis la deuxième, et a levé les yeux. Maintenant, nous n'avons pas seulement une liaison, a déclaré l'avocate. Nous avons un stratagème de dépense. Pour un divorce, c'est suffisant pour le partage final. C'est plus solide que ce que nous avions vendredi. Pour l'ordonnance provisoire, nous préparons un dossier mis à jour. Le juge doit voir que l'argent n'est pas allé dans la vie de l'épouse. Mais pour une liaison avec un associé. Elle a disposé les feuilles dans l'ordre judiciaire, origine du droit sur la maison, ordonnance provisoire, fait nouveau, demande de protection des fonds, et demande pour les dépenses contestées. La défaite de vendredi se transformait, non pas en ressentiment, mais en un nouveau dépôt de dossier. Nous ne demandons pas de jeter Célia hors de la maison demain, a précisé Marie. Cela ressemblerait à de la vengeance. Nous demandons de clarifier l'accès au compte, d'exiger des explications sur les demandes de remboursement, et de prendre en compte le montant déclaré comme une possible dilapidation des biens conjugaux. Et la maison ? La maison reste votre revendication pour le jugement final. Le juge a déjà montré qu'il ne veut pas de mouvement brusque sur le logement. Nous n'allons pas nous taper la tête contre une porte fermée, quand une fenêtre s'ouvre juste à côté. Célia avait remporté l'audience provisoire sur l'image d'une épouse effrayée. Il fallait maintenant montrer la signature de quelqu'un d'autre, et l'argent de quelqu'un d'autre. Marie a ouvert un nouveau document, et a commencé à dicter à son assistante. Récemment obtenu, demande initiale signée par Caton Rascon, et liée par des dates à des dépenses déclarées comme dilapidation des biens conjugaux, a-t-elle dicté. Peut-on mettre son nom là-dedans? Absolument. Il n'est pas parti au divorce, mais il est la source des dépenses, et un associé de l'entreprise. Nous ne le jugeons pas ici. Nous expliquons la chaîne des événements. Marie a pris la feuille avec le journal des jetons. Nous joindrons ceci à oui, seulement sans conclusion superflue. Le jeton de Caton est entré dans la salle des serveurs le soir des modifications. Que son avocat explique plus tard pourquoi c'est une coïncidence. Il n'a pas encore d'avocat dans mon affaire. Après ce dépôt, il en aura un. J'ai regardé mon téléphone. Il y avait un autre message de Célia. Je suis à la maison. Ne viens pas sans prévenir. Le mot maison. Elle écrivait comme si elle avait reçu un titre de propriété sur papier. J'ai montré le message à Marie. L'avocate l'a lu, et m'a rendu le téléphone. Ne répondez pas, je n'en avais pas l'intention. Bien. Alors écoutez-moi attentivement. À partir d'aujourd'hui, vous ne vous disputez pas avec elle par message. Vous ne lui expliquez pas la loi. Vous ne lui rappelez pas le contrat de mariage. Et vous n'écrivez pas le mot « à côté du mot « maison ». Tout passe par moi. Elle pensera que j'ai reculé. Laissez-la penser ça. Les gens qui célèbrent une décision provisoire, laissent souvent des traces dans leur joie. Le soir, nous avons signé le dossier mis à jour. L'assistante de Marie a vérifié les pièces jointes, demandes initiales, tableau des modifications, journal brut des jetons de Caton, relevé, et calcul des dépenses contestées. Le montant doit être le même partout, a-t-elle indiqué. Les juges n'aiment pas quand la douleur fait valser les chiffres. Le tribunal ne guérit pas la trahison, ai-je dit. Marie a levé les yeux vers moi. Il divise les biens et les preuves. Contente que vous vous en souveniez. J'ai signé la dernière page. Après la décision de vendredi, j'aurais pu craquer, et donner à Célia l'image qu'elle vendait au juge. Au lieu de cela,
sur le bureau de Marie reposait une nouvelle chaîne de preuves, demandes, jetons, dépenses. Quand j'ai quitté son bureau, la ville s'assombrissait déjà. Je suis monté dans le pick-up, et j'ai conduit, non pas vers la maison, mais vers un parking près d'un restaurant fermé, là-bas. J'ai pris une copie de la première demande dans le dossier, et j'ai regardé la signature de Caton, une nouvelle fois. Célia avait obtenu ma maison pour un temps. Caton pensait se cacher derrière ses larmes. Le juge m'avait perçu comme un perdant. Mais ce soir-là, j'avais le début de leur chaîne. Si l'on tirait dessus correctement, le chemin ne menait pas à des rumeurs, ni à une humiliation lors d'un banquet, ni à ma colère, mais à une table où les signatures des autres ne pourraient plus se cacher, derrière un beau visage. Caton est entré dans la salle de réunion sans dossier, et a immédiatement compris que c'était une erreur. Sur la table, devant chaque membre du conseil d'administration, se trouvaient des copies de demandes de remboursement, des journaux d'accès, et une courte note de la comptable. Pas de vernis de sourire du hall de l'hôtel, où il se tenait récemment aux côtés de ma femme, tel l'hôte de la fête de quelqu'un d'autre. Seulement une table, de l'eau, et 4 personnes qui savaient lire des chiffres. J'étais assis près de la fenêtre. Dehors, mon vieux pick-up était garé entre 2 voitures de fonction. Il avait été acheté avant le mariage, tout comme la maison. Et il me rappelait que ce qui est gagné honnêtement, résiste mieux que les discours des autres. Quel genre de réunion est-ce? Caton a jeté un œil au papier, et a tenté de sourire. Sans ordre du jour? L'ordre du jour a été envoyé hier soir, a déclaré d'une voix calme le conseiller externe de l'entreprise. L'accusé de réception est confirmé. Caton m'a regardé. Le sourire était toujours là, mais la colère pointait déjà au coin de sa bouche. Orson, as-tu décidé de monter un spectacle? J'ai décidé de suspendre ton droit de signature, ai-je répondu, pour la durée de l'audit. La pièce est devenue silencieuse. La comptable était assise au bout de la table, et n'intervenait pas. Elle avait déjà retrouvé les demandes initiales, vérifié les dates, et trouvé l'approbation. Maintenant, c'étaient les chiffres qui parlaient. Tu ne peux pas, a sifflé Caton. Je peux, ai-je dit. Le contrat de l'entreprise donne au conseil le droit de limiter la signature d'un associé lors d'un audit interne. Pas de lui retirer ses parts, pas de le mettre à la porte en un jour. Juste limiter son accès aux comptes, et aux approbations. L'ingénieur le plus âgé du conseil a retiré ses lunettes. Caton, la question est simple. As-tu signé ces demandes? J'ai signé des dépenses ordinaires, a lâché Caton. Nous avions des réunions. Nous avions des clients. Nommer les clients, a demandé le conseiller. Caton s'est tu. Il a tendu la main vers un verre, mais ne l'a pas pris. Sur son visage, pour la première fois, ce n'est pas de la colère qui est apparue, mais du calcul. Qui d'autre pouvait savoir où il était, et où se trouvaient les failles restantes? Oui. Je ne suis pas obligé de répondre sans mon avocat, a-t-il fini par bredouiller. Vous n'y êtes pas obligé, a convenu le conseiller. Alors, le conseil vote sur une mesure conservatoire. Caton s'est brusquement tourné vers moi. Tu traînes la boue de ta famille dans l'entreprise. J'ai posé ma main sur le dossier de Marie. Aujourd'hui, je n'ai eu besoin que de la partie où l'argent de l'entreprise cessait d'être une douleur familiale, pour devenir une question de confiance. Non, Caton, c'est toi qui l'as amené ici, quand tu as apposé ta signature. Le vote a pris moins d'1 minute. Les 4 membres ont soutenu la suspension temporaire de Caton de son droit de signature sur les factures, les demandes de remboursement, et les paiements internes, jusqu'à la fin de l'audit. Ils ne lui ont pas retiré les clés de la salle des serveurs théâtralement, devant tout le monde. Le secrétaire a simplement posé un formulaire, énumérant les droits suspendus. Tu paieras pour ça, a dit Caton doucement. J'ai déjà payé, ai-je répondu. Maintenant, c'est la comptabilité qui compte. Après la réunion, Caton se tenait dans le couloir près de la paroi de verre, et les employés faisaient semblant de ne pas regarder. Récemment encore, il traversait le bureau avec la démarche d'un homme pour qui l'on ouvre les portes. Maintenant, les portes s'ouvraient toutes seules, mais personne ne soutenait son regard. Célia a appelé 1 heure plus tard. J'étais dans le service de la comptabilité, en train de signer un ordre pour la double approbation des dépenses importantes. Le téléphone a vibré sur la table. Son nom s'est illuminé sur l'écran. Je suis sorti dans le couloir vide, et j'ai décroché. Tu détruis notre famille, a dit Célia, sans même me dire bonjour.
Il n'y avait pas de larmes dans sa voix. C'était une scène familière, répétée à l'avance et mise en scène devant un miroir. La famille n'a pas été détruite par un procès-verbal du conseil, ai-je dit. Tu comprends comment ça se présente? L'épouse reste dans la maison par ordonnance du tribunal. Le mari se met en colère et fait pression sur l'associé, via l'entreprise. Les gens tireront leurs conclusions. Les gens savent lire les dates. Les gens aiment les histoires, Orson. Et l'histoire, c'est celle-ci, tu n'as pas supporté que je sois le visage de la compagnie. Tu as toujours été jaloux de ma place, auprès des invités. Maintenant, tu punis tous ceux qui ont été gentils avec moi. Je me suis approché de la fenêtre, près de l'escalier de service. En bas, 2 jeunes ingénieurs chargeaient des supports dans une voiture, pour une inspection sur site. Le travail continuait, parce que le travail ne savait pas qui avait trompé qui. Tu appelles ça de la gentillesse? J'appelle ça ce que nous avons eu pendant 9 ans de mariage, a dit Célia doucement. 9 ans. Notre maison, nos vacances, les gens à notre table. Tu veux vraiment que tout le monde se souvienne de moi comme de la femme que son mari a rayée de sa vie, à cause de quelques erreurs? Le mot « quelques » frappait avec plus de précision qu'un cri. Il contenait les hôtels, les cadeaux, les voyages, les signatures de Caton, et la tentative de faire de ma maison un trophée commun. Désormais, il n'y avait plus que des actes. Ton avocat a reçu les documents, ai-je dit. Parle avec lui. Ne te cache pas derrière Marie, a sifflé Célia. Tu adorais être un homme décent. Alors sois décent. Ne me déshonore pas, le déshonneur ne vient pas par la poste, Célia. Il vient par les actes. Elle s'est tue, et dans ce silence, j'ai entendu la porte de la salle des serveurs cliqueter tout près. J'avais mon jeton en laiton dans ma poche, mais il ne tintait plus sur mon trousseau. Après toutes ces vérifications de registre, je le gardais séparément. L'accès n'équivaut pas au droit. Tu veux te retrouver seul, a demandé Célia, la voix plus douce, à présent. Sans famille, sans femme à tes côtés, avec tes plans et ton pick-up? Je veux être avec ce qui n'a pas été volé, ai-je répondu. Elle a raccroché. Je n'ai pas rappelé. Je suis retourné à la comptabilité, j'ai signé l'ordre en tant que copropriétaire, et j'ai demandé qu'une copie certifiée de la décision du conseil soit préparée pour l'avocate. Ce jour-là, Célia misait sur l'image d'une famille. Caton misait sur la menace. Et moi, je misais uniquement sur le papier, avec un stylo. Le papier a tenu bon. L'été s'est étiré lentement. Célia vivait toujours dans la maison par ordonnance du tribunal, et à chaque occasion, elle essayait de transformer le porche en une petite scène de théâtre. Parfois, elle sortait en robe de réception. Parfois, elle disait à un voisin, assez fort pour qu'on l'entende, Orson a toujours été quelqu'un de fermé. Je ne me disputais pas sur la pelouse. Je ne répondais pas par l'intermédiaire des voisins. Mon avocate répétait inlassablement la même chose, ne lui donnez pas une nouvelle scène. Elle en a déjà eu beaucoup trop, ai-je dit un jour. Alors laissons le tribunal recevoir les documents, a répondu Marie. Ça coûte moins cher. Caton a vieilli pendant l'été. Pas son visage, mais sa démarche. Le bureau restait le sien, mais la porte était plus souvent fermée. Lors des réunions, il n'intervenait que sur des questions techniques, et les employés ne lui demandaient plus d'approuver rapidement l'achat de matériel. Tout le monde savait que la signature de Caton n'ouvrait plus aucun compte. Je ne voyais pas cela, à l'époque. Par l'intermédiaire de son avocat, elle a demandé des copies de documents de l'entreprise, où les dépenses de Caton pourraient concerner son mariage. J'ai transmis la demande au conseiller, et je n'ai pas ajouté un mot. Le 4 septembre 2026, je me suis présenté à la médiation avec le dossier de Marie, et sans l'espoir d'une belle fin. Dans de telles pièces, les gens essaient souvent de qualifier la propriété d'un autre, de « notre avenir ». Célia était assise en face de moi, dans un tailleur clair et strict. Caton n'était pas dans la pièce, mais ses signatures gisaient entre nous, plus épaisses que n'importe quelle présence. Marie a ouvert son dossier, et a regardé le médiateur. « Commençons par la maison », a-t-elle dit. L'avocat de Célia a commencé à parler des 9 années de mariage, des réceptions, et de la réputation de l'entreprise. J'écoutais, en fixant le bord de la table. La maison a été achetée 3 ans avant le mariage, à mon nom, et avec mon argent. La maison n'est pas sujette au partage en tant que bien commun, a déclaré Marie.
Le titre de propriété est uniquement au nom d'Orson. L'achat a eu lieu avant le mariage. Le contrat de mariage confirme la nature séparée de ce bien. Célia a lentement tourné son visage vers moi. « Vas-tu vraiment me rayer de la maison ?» a-t-elle demandé doucement, presque dans un murmure. « J'aurai le mensonge des documents ?» ai-je répondu, « pas toi de ma mémoire. » Elle a baissé les yeux. Je n'ai pas cherché à voir si cela avait fait de l'effet sur le médiateur. Autrefois, j'observais l'impression que Célia produisait sur les autres. Maintenant, j'observe les lignes. Pour le pick-up, c'est aller plus vite. L'avocat de Célia a essayé de dire que la voiture avait été utilisée pendant le mariage. Marie a brandi le contrat d'achat, la date, et l'assurance. Le pick-up d'Orson, acquis avant le mariage, a-t-elle affirmé, reste à Orson. Prends ton tas de ferraille, a lâché Célia entre ses dents. Je le ferai, ai-je répondu. Au moins, lui, il ne m'a pas menti. Le médiateur a toussé, et Marie a effleuré mon dossier de son stylo, à peine perceptiblement. J'ai compris. Les remarques superflues coûtent de l'argent. Je me suis tu. L'entreprise a pris plus de temps. Célia voulait une part de la croissance. La reconnaissance de sa contribution à l'image publique. Et un paiement séparé pour les années où elle avait été le visage des réceptions. Marie a placé le contrat d'entreprise devant le médiateur. L'entreprise a été créée par Orson avant le mariage, avec l'héritage de son père. Le contrôle, et la part d'avant le mariage, sont protégés par le contrat de mariage, et le contrat de l'entreprise. La croissance possible de l'épargne commune est discutée séparément. Mais le contrôle n'est pas transféré. Surtout, lorsque le second associé est temporairement suspendu de son droit de signature, en raison de dépenses liées à ce même litige. Pour la première fois, Célia a perdu son sang-froid. Caton n'est pas parti à mon divorce ici. Ces signatures font désormais partie de votre demande, a répliqué Marie. Vous réclamez un statut bâti sur l'entreprise. Nous montrons le prix de ce statut. La pièce est devenue si silencieuse, que j'ai entendu le médiateur tourner une page. Il y avait une répartition des dépenses contestées en 4 catégories. Le total correspondait au euro près. Ce n'étaient pas des rumeurs, mais 4 lignes précises. Nous réclamons une compensation pour dilapidation des biens conjugaux, a déclaré Marie. Cet argent ne doit pas réduire la part d'Orson dans le compte commun. L'avocat de Célia a froncé les sourcils. Une partie des dépenses est passée par l'entreprise. C'est pourquoi l'entreprise mène son propre audit, a répondu Marie. Et la part familiale des dépenses est réclamée ici. Nous ne demandons pas un double recouvrement. Nous demandons à ce qu'Orson ne paie pas pour les rendez-vous de sa femme, avec un de ses associés. Célia a brusquement relevé la tête. Ne parlez pas comme si j'étais une marchandise. Je parle comme si l'argent avait une source, a rétorqué Marie. Le visage de Célia a pâli. Non pas de honte, mais parce que la pièce avait cessé de lui obéir. Ici, chaque phrase devait être appuyée par un papier. Le compte de retraite est devenu le dernier gros nœud du problème. Célia voulait sa part. Son avocat a évoqué les années de mariage, et le niveau de vie auquel elle était habituée. Marie a sorti le contrat de mariage, ainsi qu'une ordonnance distincte du tribunal, préparée d'après les documents mis à jour. Le compte de retraite principal d'Orson lui est conservé, en vertu du contrat, et confirmé par l'ordonnance du tribunal, a-t-elle déclaré. Sur l'argent commun, la compensation pour dilapidation est d'abord prise en compte. Célia a serré son stylo avec tant de force, que le capuchon s'est fissuré. C'était un petit bruit sec, mais il a mis fin à toute sa version de la famille. Donc, je pars avec presque rien, a-t-elle demandé. Tu pars avec ta part, après déduction de la compensation, ai-je dit. Et sans ma maison. Tu as toujours été froid, a murmuré Célia. Non, ai-je répondu. J'ai juste appris à lire les documents, avant d'écouter les toasts. Le médiateur a annoncé une pause. Célia est sortie dans le couloir. Son avocat l'a suivie. Marie a fermé son dossier, mais n'a pas dit que tout était gagné. Un bon avocat ne célèbre pas avant la signature. Respirez calmement, a-t-elle dit. Maintenant, ils vont revenir pour une dernière concession. Laquelle? Pour sauver la face. Ils sont revenus 20 minutes plus tard. La dernière concession s'est avérée simple. Dans l'accord, il ne devait y avoir aucun mot superflu sur la liaison.
Seulement les dépenses, la compensation, les biens, le contrôle de l'entreprise, et la procédure pour quitter la maison. J'ai accepté. J'avais besoin d'une frontière nette. Le soir, l'accord était sur la table. La maison, le pick-up, le contrôle de l'entreprise, et le compte de retraite me restaient. Célia a obtenu sa part, après déduction des 22 840 €, ainsi qu'un délai pour récupérer ses affaires, sans faire de scène sur le porche. Lorsque Célia a signé, sa main tremblait. Non pas de faiblesse, mais de rage. Elle a levé les yeux et a dit, « Tu es content ?» J'ai pris le stylo. « Non », ai-je répondu. « Je suis libre de tes factures. » Ma signature s'est posée à côté de la sienne. J'ai fermé le dossier de Marie, et pour la première fois de l'été, j'ai senti un sol stable sous mes pieds. J'ai eu des nouvelles de Caton une semaine plus tard. Le conseil a terminé la première partie de l'audit, et Caton a été relégué au travail technique, sans aucun droit de signature individuelle, jusqu'à la conclusion complète de l'enquête. Les clients qui l'appelaient autrefois directement, demandaient maintenant à me parler, ou à parler au conseiller. Rien n'a changé sur les portes, mais tout a changé dans la voix des gens. Un jour, Caton m'a arrêté près de la machine à café. Il avait l'air soigné, même trop soigné. Une nouvelle cravate, une chemise repassée, le visage rasé de près. Mais ses doigts ajustaient constamment sa manchette, comme s'il y avait là une corde invisible. « Elsbeth a demandé le divorce », a-t-il dit. « C'est entre vous. Tu aurais pu ne pas aller la voir. » Je lui ai donné des copies, sans rien demander en retour. Caton s'est penché plus près. « Tu te crois meilleur que moi. » Je l'ai regardé calmement. Pour la première fois depuis tout ce temps, je n'avais pas envie de le frapper avec un mot. Il se tenait déjà là, où il s'était conduit lui-même. « Non, Caton. Je pense que tu n'as pas seulement pris une femme. Tu as pris la signature de quelqu'un d'autre. » Il a reculé. Cette remarque a touché, non pas sa fierté, mais sa peur. La perte de confiance au sein de l'entreprise était pire pour Caton que les cris d'une épouse. Il s'était construit sur un accès facile aux gens et à l'argent. Désormais, chaque accès nécessitait un second regard. « Elle me met à la porte, aussi », a-t-il dit d'une voix rauque. Elsbeth décide pour elle-même. « Tu as tout ruiné. »« Non », ai-je dit. J'ai arrêté de couvrir. Il est parti sans finir son café. À travers la paroi de verre, j'ai vu Caton monter dans sa voiture, et ne pas démarrer le moteur pendant un long moment. Je n'ai pas ressenti de pitié, mais il n'y avait pas non plus de triomphe. Une personne qui bâtit sa vie sur la confiance de quelqu'un d'autre, se retrouve un jour sans sol sous ses pieds. Quelques semaines plus tard, la maison est redevenue un foyer. Célia a emporté ses vêtements, sa vaisselle de réception, et les cadres avec des photos où elle se tenait au centre de chaque table. J'ai dû m'occuper moi-même de la pelouse. Et le samedi, j'ai lavé le pick-up dans la cour. J'ai rangé le jeton du serveur dans un petit coffre-fort, au bureau. La confiance n'annule pas la vérification. Même si une personne sourit à vos côtés pendant 9 ans. Ce jeudi-là, je travaillais tard au bureau. Sur la table, se trouvaient les plans pour le nouvel éclairage d'un parking municipal. Et mes pensées se portaient enfin sur la distance entre les supports, et non plus sur le tribunal. Le travail me ramenait à la vie, sans discours inutiles. Le secrétaire a frappé à la porte ouverte. « Elsbeth est là pour vous », a-t-il dit. Sans rendez-vous. J'ai posé mon crayon. « Faites-la entrer. » Elsbeth est entrée avec un fin dossier entre les mains. Elle n'a pas souri. J'en étais reconnaissant. « Je ne serai pas longue », a dit Elsbeth. « Asseyez-vous. »« Non, c'est plus simple ainsi. » Elle a posé une copie de plainte sur le bord de mon bureau. Elsbeth n'était pas venue pour demander, ou pour remercier. Elle était venue pour achever sa part. « Ceci est une plainte distincte contre Caton », a-t-elle dit. Sur ses déclarations dans mon affaire, et sur l'argent qu'il a essayé de cacher. Mon avocat a envoyé l'original là où il devait aller. Une copie pour vous, car certains des documents croisent ceux de l'entreprise. Vous n'étiez pas obligé de l'apporter personnellement. Je sais, a-t-elle répondu. Mais je voulais vous dire une chose, sans intermédiaire. J'ai hoché la tête. Quand vous m'avez remis le paquet, vous n'avez rien demandé, a déclaré Elsbeth d'une voix égale. Je comprends maintenant que c'était là la limite. Merci pour ça.
Je n'en ai pas fait plus que ce que c'était. Vous avez tout décidé vous-même. Oui, a-t-elle dit. Et à partir de maintenant, je le ferai aussi. Cette phrase a fermé la porte, mieux que n'importe quelle serrure. Pas de promesse, pas de sous-entendu. J'ai respecté cela. Si l'entreprise a besoin de confirmation, que votre conseiller écrive à mon avocat, a-t-elle ajouté. Nous le ferons. Elsbeth s'est tournée vers la porte, mais s'est attardée une seconde. Célia m'a appelé, a-t-elle dit. Elle a essayé de m'expliquer que vous aviez tout exagéré. Et je lui ai dit que je n'achetais plus les toasts des autres. Elle est partie, discrètement. Je suis retourné dans mon bureau, et j'ai fermé la porte. Sur la table se trouvait la copie de la plainte. À côté, le plan du parking. J'ai glissé la plainte dans le dossier destiné au conseiller, et j'ai verrouillé le coffre-fort, avec un jeton en laiton.